Mais l'Assemblée nationale française avait préféré ouvrir un débat national sur la laïcité et ainsi fut perdue une occasion de voir poser frontalement, comme doit l'être toute question éthique, la question de l'égalité des sexes en France. De son côté, l'opinion publique exprima en général des positions anti-voile qui n'étaient pas non plus dictées par un attachement à l'égalité des sexes. Il s'agissait plutôt d'une posture ethnico-culturelle. Racisme, on dit certains. Je ne pense pas, car où serait le racisme dans le refus de voir des jeunes filles couvrir leurs cheveux et offrir ainsi une image archaïque et insupportable de la subordination des femmes? Il s'agissait d'un rejet de mœurs, non pas d'un rejet des personnes qui les exprimaient. La nuance est importante. La loi sur les signes religieux à l'école, qui souleva tant de polémiques, n'a pas fait avancer la cause des femmes, bien au contraire. Elle a minimisé le danger du voile en mettant sur un même plan des signes insignifiants, comme les médailles, main de Fatma, kippa, et des pratiques lourdes de sens et de conséquences pour le développement psychique, sexuel et social des adolescentes. La dissimulation des cheveux et autres parties du corps des petites filles conduit à une ségrégation sexuée, à la différence des autres signes religieux. D'une manière générale, sur le plan des idées, le débat a révélé les camps qui divisent la société française. Il a charrié tout un pan de l'histoire, la colonisation et la décolonisation avec le vieux front anticolonialiste encore vigoureux, la gauche radicale et les altermondialistes, et pour finir, les va-t-en-guerre du choc des cultures. On a vu avec terreur l'opinion publique française s'engouffrer dans une guerre des signes. Il faudrait ajouter à l'intégrisme religieux islamiste une autre victoire, celle d'avoir bouleversé la France de gauche, divisé les féministes, obscurci le discours français sur les droits de l'homme, etc. Et pour finir, d'avoir rompu nos alliances avec la gauche occidentale. Pas toute la gauche, bien évidemment, ni toutes les féministes. Je parle d'un certain courant en guerre depuis toujours contre l'establishment politique, de gauche comme de droite, qui s'est révélé très agressif et très présent dans le débat, d'autant plus qu'il était bien implanté dans le paysage médiatique et associatif. Je citerai entre autres le monde diplomatique, la Ligue de l'enseignement que nous croyons la gardienne de la laïcité, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, et d'autres encore moins connus. Cette gauche est montée au créneau de la France dominante. On a pu lire des pétitions, des articles, des déclarations qui mêlaient des anciens et anciennes laïcistes, des féministes, des personnes se disant à gauche, tous convertis pour l'occasion au relativisme culturel, et des islamistes bien contents de ramasser la mise de ce banco inouï. Ces rapprochements en contre-nature, nous en avions déjà eu un échantillon quand, pendant les années de terrorisme en Algérie, les années 1990, des représentants de l'intelligentsia française justifiaient les islamistes sous prétexte que les pouvoirs en place dans les pays arabes avaient perdu leur dignité. Mais là, ma stupeur fut encore plus grande. Je retrouvais sous des plumes amies, féministes, la vieille stratégie dont on use depuis toujours contre les femmes. Celle qui consiste à les faire taire sous prétexte de rendez-vous plus urgent et plus noble que l'égalité des sexes. Aujourd'hui, dans ces critiques de la loi contre le port du voile, c'est le racisme, l'intégration des émigrés et l'alliance des civilisations qui sont évoqués. Las, nous n'en finissons pas d'être les otages de causes plus urgentes. À ces méthodes de mise au placard, nous, féministes des pays du tiers-monde, avons longtemps été soumises. Avant de pouvoir aborder les revendications féministes, il nous a fallu attendre une libération nationale, puis le développement économique, l'éducation de tout le peuple. D'une guerre à l'autre, c'est la même réponse. Après, on verra.
Après, c'est tout vu. Tant de pays ont renié leur engagement vis-à-vis des femmes, la paix est revenue. Voyez l'Algérie, et vous comprendrez pourquoi sur ce point je suis irritable. Nous attendons toujours l'égalité, un demi-siècle après le début de la guerre de libération, 40 ans après l'indépendance, 20 ans après la démocratisation des institutions. Ce n'est jamais le moment. Un accouchement de 24 ans pour le code algérien de la famille, un code insultant pour les femmes algériennes. En réalité, il a fallu attendre que l'Algérie se vide de toutes ses utopies, que les tenants d'une morale sexuelle proto-historique s'installent dans nos villes et au pouvoir et effacent les restes du métissage colonial et de la guerre de libération, deux facteurs de modernisation de la société algérienne. Il a fallu attendre que le nationalisme identitaire l'emporte sur les rêves des enfants de l'an 1 de l'Algérie républicaine, socialiste et populaire. Le temps d'y ajouter, en creux, sa dernière épithète, musulmane.